Bienvenue mesdames et messieurs, c'est votre émission Économie, Société. Je reçois pour vous M. Gandhi Kassende qui est politiste. Avec lui, nous allons aborder un sujet important sur l'économie. On va parler de la hausse des prix qui impacte fortement le pouvoir d'achat de Congolais. Il va nous donner justement de plans ou de solutions pour en sortir gagnant par rapport à ces sujets-là. Alors bienvenue à vous M. Gandhi Kassende. Bonjour et puis merci de m'avoir invité. Non seulement bonjour à vous, je salue aussi toute votre équipe administrative et puis technique. Je trouve que vous êtes bien, vous avez un endroit qui est un endroit idéal qu'on aimerait voir aussi propager ailleurs, notamment à la RTNC, qui est une télévision nationale, d'avoir des studios comme ça, qui ont un studio qui semble performant, qui est dans la modernité. Donc merci de cette invitation. Je suis bien ici. Je vous remercie pour ces éloges. Alors, fidèles téléspectateurs, maîtrise de l'inflation et la stabilisation de monnaie nationale fait partie des 6 engagements, comme vous le savez, du chef de l'État lors de son investiture à la tête pour son second mandat quinquennal. Mais la première question, je m'en vais directement vers mon invité pour lui poser la première question. Est-ce qu'on arrivera-t-il à la stabilisation de notre monnaie? Oui. Stabiliser la monnaie, à la fois c'est chose facile et difficile. C'est facile puisque si on respecte un certain nombre de principes, puisqu'aujourd'hui notre monnaie, comme la plupart des monnaies du monde, dépend de notre économie. Quel est l'état de notre économie aujourd'hui? C'est de ça que peut dépendre la validité, la valeur de notre monnaie. Il s'avère que nous avons, depuis plusieurs décennies, nous avons oublié les principes généraux, les principes très simples qui font qu'une économie soit forte ou pas forte. Nous avons la possibilité dans notre pays de pouvoir développer non seulement l'agriculture, l'agro-industrie et le service. Mais on est un pays vaste, on peut avoir la culture partout à Kinshasa et dans d'autres villes, même dans nos territoires. Mais c'est avéré que nous sommes absents sur ce champ, qui est le champ de développement. Pour ceux qui font de l'économie ou qui ont fait Sciences Po, ils savent que dans l'histoire économique du monde, les pays qui se sont développés, que ce soit les États-Unis, la France, l'Angleterre, ils ont commencé par développer leur agriculture. Du développement de l'agriculture est venu l'agro-industrie. En développant l'agriculture, ils ont développé la petite, la moyenne et la grande industrie agricole. Et en développant tous ces champs-là, ça permet de développer aussi et le service, notamment le transport, et les voies de communication pour pouvoir essayer d'évacuer ces produits. Il s'est avéré que chez nous, les gens qui pouvaient aider les différents gouvernements, qui pouvaient aider les entreprises, et puis nos nationaux qui ont des moyens, au lieu d'investir dans le domaine productif, c'est-à-dire notamment l'agriculture, ils ont choisi, pour certains d'entre eux, de faire la politique, les gains faciles. Alors que l'agriculture, ça pouvait être non seulement un gain facile aussi, puisque avec l'agriculture, on fait du social, on fait vivre la société par les vivres, on fait vivre le service, on crée des emplois, on multiplie le nombre des emplois. Mais aujourd'hui, depuis belle lurette, ce pays, on a toujours dit ou entendu dire que l'agriculture est priorité des priorités. Priorité des priorités au niveau du langage. Mais sur donc on champs, le dit, mais la pratique, on ne le fait pas. On le fait pas. Vous voyez, des champs immenses, des territoires immenses, tu passes des villes, des quartiers, il n'y a pas de champs. Et si vous allez visiter en Europe, les pays comme la Belgique, la France ou l'Angleterre, vous verrez quand vous quittez la capitale, vous allez dans d'autres villes, vous verrez qu'il y a un certain nombre de champs partout. Vous verrez que partout, il y a de l'élevage qui est développé. Vous verrez que partout, il y a la pisciculture, la culture de poissons, etc. Mais chez nous, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire, ce que nous savons produire, c'est des immeubles, c'est des bicoques, mais pour développer ce qui peut nous permettre de vivre et de gagner beaucoup d'argent, de créer plus d'emplois, on n'y va pas. Si vous regardez le dernier budget de la République démocratique du Congo, l'agriculture n'arrive pas à plus de 7% ni 10%. En dessous. C'est maintenant qu'on a dit qu'on mettait plus de moyens pour l'agriculture, mais le problème c'est que nous attendons voir, puisqu'on nous a promis des bateaux de pêche,
pour faire en sorte qu'on ne dépende pas de l'extérieur, qu'on puisse pêcher non seulement dans nos eaux intérieures, lacs, fleuves, rivières, etc., voire même au niveau de la mer, promesse sur promesse. Ah, ben, les bateaux sont en route, à ce jour, on ne voit rien. Dans l'économie de la RDC, dans la plus grande tourmente. Ben, c'est cette économie qui peut nous aider à faire en sorte que nous puissions dépenser moins pour importer. Quand on dépense moins pour importer, ça renforce notre monnaie. Okay. Mais quand on dépense plus pour importer, automatiquement, ça déstabilise notre monnaie. C'est un calcul très simple, ça ne nécessite pas de sortir de l'ENA, de Sciences Po ou d'une école de droit. C'est très simple. Mais le problème, c'est qu'il y a cette volonté du président de la République, très affichée. Il reprend toujours la même rengaine pour faire en sorte que ce pays se retrouve. Il faut que ces des gens qui ont la méritocratie puissent respecter les 3 S que je défends souvent. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, qui tuent beaucoup de Congolais ici. Puisque tu vois des gens qui ont fait des bonnes études, qui ont une expérience dans les banques extérieures, aux Nations Unies, mais quand ils arrivent ici, il leur manque crûment ce 3e S, le savoir-être qu'on appelle en lingala bomoto. Ça leur manque, ça tue le pays. Donc il faut sortir de là. On sait que si on ne sort pas de là, le pays sera toujours dans les méandres, dans les difficultés, où on doit tout importer, où nous, on ne produit pas pour nous. Même si on ne produit pas pour l'extérieur, si on produit déjà pour nos populations ici, ce sera déjà un pas des géants. Donc le travail doit commencer normalement ici. Ici, dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le président a commandé depuis plusieurs années des bateaux. C'est fabriqué. L'ancien ministre des Pêches et l'élevage a dit que tout était fait, tous les papiers étaient prêts, les bateaux étaient en route. Mais on attend depuis. Mais qui fait que ça bloque? Qui fait que ça retarde? Pourtant, on a 50 ministres. 50 ministres, on devait faire plus. Mais je pense que mais en même temps, c'est les paniers de la ménagère qui souffrent, qui continuent à souffrir. Puisqu'on est dans un système de ce qu'on appelle, je ne sais pas si on comprendra cette expression ici, on est dans un panier à crabes. C'est l'image. Mettez des crabes dans un seul panier, vous verrez que ces crabes, chaque crabe voudra monter sur l'autre, etc. Avec ce genre de gouvernement pléthorique, que nous avons 50 ministres, on ne peut pas aller loin. Mais on a quand même réduit les nombres. Non, comparablement au gouvernement Samalou Koné. Non, je n'appelle pas ça réduire, puisque le président lui-même avait dit qu'il faut vraiment qu'on fasse des économies. La première ministre a dit la même chose, il faut qu'on fasse des économies. Nous avons tous applaudi de 2 mains. Ça fait même du bruit, dans le bon sens. Mais il s'avère qu'à l'arrivée, ils font le contraire de ce qu'ils avaient promis. Réduire le gouvernement, le nombre des ministres, ce n'est pas seulement réduire les dépenses de l'État, mais c'est aussi réduire la lenteur administrative qu'il y a ici. À savoir, quand on parle de tout ce qui touche le domaine de l'agroalimentaire et aussi de l'agriculture, je ne vois pas pourquoi on peut avoir un ministre de l'agriculture, un ministre de pêche et élevage, un ministre de ceci, cela. Il faut concentrer un certain nombre de ministres qui ont un objectif commun. Ça évite la lourdeur administrative, que des dossiers partent d'ici pour aller traîner dans un autre ministère, etc. Le temps, c'est de l'argent. Quand on perd du temps, on perd de l'argent. Et l'économie et les budgets en même temps. Les budgets en pâtissent. Oui. Un autre exemple qui touche tout le monde, c'est l'éducation nationale. Moi, j'ai applaudi encore quand on a remis en place le ministère de l'Éducation nationale. J'ai dit bravo. Et en plus, le choix de la personne, c'est-à-dire de Mme Malou, moi, j'ai dit bravo. C'est une technicienne. On peut dire la classer même dans le cheminement des savants, un peu de la lignée de son père, qui était celui qui était le patron du centre Tricot au niveau de l'université de Kinshasa, le centre nucléaire, mais c'est sa fille, qui a fait aussi physique, qui est professeur, mais qui a travaillé aussi en tant qu'expert au niveau de l'éducation nationale. Mais il fallait qu'on lui donne la totalité de ce qu'on appelle l'éducation nationale, l'enseignement maternel, primaire, secondaire et université, et rajouter jeunesse et sport. Parce que si on veut former nos enfants, nos petits-enfants, il faut former des gens, un tout, c'est-à-dire un corps sain dans une âme saine. C'est-à-dire c'est des gens qui, non seulement vont apprendre des choses sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan physique et sportif,
qui soit équilibré. Et ça aurait donné même la chance à certains enfants qui n'aiment pas l'école, mais qui aiment les sports. Ils allaient rester à l'école, continuer à venir à l'école pour faire du sport et en même temps être dans l'obligation de suivre les enseignements de base. Mais pourquoi on va saucissonner l'éducation nationale avec l'enseignement, l'ex-EPST, c'est l'enseignement primaire et secondaire, et puis avoir l'enseignement professionnel à part, avoir les SU, c'est-à-dire l'université à part? Il n'y a pas de cohérence. Il faut qu'on mette en place des réformes. Ces réformes, ou cette réforme doit être un tout qui part, qui prend en charge, qui imagine quel citoyen on veut former pour demain. Ce citoyen, on doit le prendre depuis la maternelle, depuis la base, jusqu'à l'université. Mais quand on saucissonne, les ministres ne pensent pas tous de la même manière. Et rendre cohérent les différentes politiques de ces secteurs-là est difficile. Ça dépend des personnalités politiques qu'il y a là. Et puis, il y a une perte de temps inutile. On engage de l'argent inutilement. Ça aurait été aussi l'occasion de renforcer l'administration. Comment? Puisqu'aujourd'hui, on compte sur le ministre. Quand les ministres viennent avec le cabinet, les gens qui sont dans les cabinets, ils ne sont pas censés connaître le secteur dans lequel ils sont. Alors que les administratifs sont là. Il fallait renforcer l'administration, les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les directeurs des services, etc., pour pouvoir faire en sorte que notre administration revienne comme à l'époque des premières années de l'indépendance, voire même la période coloniale, puisqu'aujourd'hui, notre administration n'existait pas. Quand on nomme un ministre, il vient avec ces gens, mais c'est eux qui dominent l'administration, alors qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. On est en train de faire des choses sans réfléchir. Et l'argent s'envole. L'argent s'envole. Alors que quand on regarde la vision du chef de l'État, cette vision a du mal à prendre corps par le fait qu'on a des gens autour qui ne comprennent même pas cette vision, qui ne respectent même pas cette vision. Quand on voit ce qui s'est passé dernièrement à l'université de Kinshasa... Mais ils n'ont que quelques jours, ils n'ont pas encore commencé à travailler. Non, mais les dire, avant de faire, on dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit. Quand j'écoute des gens comme Paloukou, quand j'écoute même Caméré, et encore plus fort, notre ami Jean-Lucien Bouza, qui dit que depuis 60 jusqu'à ces jours, on n'a pas eu des visionnaires, des chefs qui ont une vision. On n'a pas eu des chefs qui ont un leadership. Moi, je dis, s'il a fait ça comme il s'est défendu en disant que c'était un mémoire qu'il avait fait à l'époque, je peux comprendre sur le plan scientifique. Mais il est dans un gouvernement qui a une vision, où le chef a une vision, leur a dicté sa vision en tant que leadership de l'Union sacrée. On dit qu'il n'a pas de vision, indirectement, qu'il n'a pas de vision, qu'il n'a pas de leadership. C'est ça qui fait que le pays stagne. Mais le problème, c'est qu'ils sont moins intelligents. Pourquoi? Puisqu'ils sont eux-mêmes dans le gouvernement. Le président de la République ne peut pas tout faire. Mobutu disait, ce n'est pas quelqu'un qui peut créer des miracles. Ce n'est pas, je ne sais pas quel est le terme. Mobutu l'a dit, Joseph Kabila également l'a dit. Alors là, on est vraiment en train de parler de l'économie. Le président oui. doit travailler avec eux comme 5 doigts de la main. Si eux ne croient pas au président de la République, à sa vision, ils font quoi là dans le gouvernement? Alors par rapport à notre monnaie nationale qui ne cesse d'être dépréciée par rapport au dollar, aujourd'hui, ça varie entre 28 000 et 28 500. Comment faire pour s'en sortir? Mais il n'y a pas une solution miracle. Mais il y a quand même des principes de base. Si on les respecte... On risque d'arriver à 30 000. Disons qu'on est déjà arrivé à 30 000. Puisque les spéculations continuent. Dans quel pays vous avez vu qu'il y a des changeurs de monnaie dans tous les coins des rues? Si ce n'est en République démocratique du Congo. Quand vous avez des changeurs de monnaie qui ne sont pas connus au niveau de la Banque nationale, qui n'ont pas des autorisations de la Banque nationale, même si dernièrement il y avait une des mesures, c'était ça concernait les changeurs de monnaie, il faut que ce soit des changeurs de monnaie habilités, reconnus, qui ont l'accord de la Banque nationale, et qui respectent le contrôle budgétaire par rapport aux différents tarifs, du moins évolution de la monnaie. Aujourd'hui, mais est-ce que c'est leur faute, ces gens-là, les changeurs de monnaie? Ce n'est pas de leur faute. C'est à la loi de s'imposer, c'est à l'État, à l'administration de suivre ça. Qui est un bureau d'échange de monnaie dans chaque quartier ou dans chaque commune, c'est normal. Contrôlé par la Banque nationale pour pouvoir contrôler, éviter qu'il y ait ce genre de fluctuations liées aux spéculations.
Vous allez à Bandal, c'est à 28 000, je ne sais pas, 500. Vous allez à ma campagne, ça va être 2 000, 28 000, voire même 27 000, puisque vous n'avez pas beaucoup de choix, etc. Chacun essaye d'imprimer, de faire ce qu'il veut, dans un schéma où l'autorité devrait venir de la Banque nationale. Mais ça pose déjà un problème. Le point le plus important encore, c'est qu'il y a une grande masse de la monnaie congolaise qui circule. Quand ces députés-là sont payés à 21 000 ou 30 000 $, la première des choses, on les paye en francs congolais. La première des choses qu'ils font, c'est quoi? C'est aller voir leurs petits du quartier qui sont changeurs de monnaie pour pouvoir leur donner ces liquidités et récupérer le dollar. Ils participent à la spéculation. Ils participent au fait qu'il y ait des évolutions souvent négatives de notre monnaie. Puisqu'on a une grosse masse de monnaie congolaise que personne ne veut d'ailleurs prendre. Vous allez même voir ces changeurs. Oh non, on n'a pas de dollars pour que vous donniez des francs congolais. Donc, il y a la spéculation là. Mais il y a l'effet aussi qu'on ne veut pas mettre en place des politiques publiques qui obéissent aux principes de l'économie normale, hein, dans un pays qui se respecte, de pouvoir produire ce que nous consommons. Au moins, la moitié de ce que nous consommons, si on peut le produire sur place, on gagnera déjà du terrain. Mais si on peut aller à 3/4, vous verrez quelle sera la valeur de cette monnaie. Mais si on a une monnaie comme on appelle la monnaie des singes, qui ne vaut rien, c'est-à-dire chaque fois qu'un commerçant, qu'un importateur veut aller acheter à l'extérieur, il a des francs congolais, qu'est-ce qu'il fait? Il vient les changer. Il vient mettre ça dans la masse monétaire qui circule. On va lui donner 2 $. Mais à quoi sert la politique monétaire? Est-ce qu'on a une politique monétaire? On ne peut pas dire qu'on n'en a pas. Est-ce que celle qui est là, celle qui existe, va dans le sens de nous sauvegarder notre monnaie? Je ne pense pas. Regardez un pays comme le nôtre, où il n'y a aucune banque nationale. Il y a la Banque nationale, bien sûr. Il n'y a aucune banque commerciale qui est congolaise. Toutes les banques sont des banques étrangères. On a eu dans le passé des gens des nationaux d'ailleurs, qui étaient précurseurs à avoir des banques ici. Je pense à la Banque de Kinshasa, je pense à Dokolo, papa, hein, pas le fils, qui était le premier à avoir une banque où il avait 60%. Qui a cassé cette banque-là? Si ce n'est les autorités publiques ici, à l'époque de Mobutu, dans le cadre de la radicalisation, puisque quand on a nationalisé, on n'a pas nationalisé la banque de Dokolo, mais quand ils sont passés à la radicalisation, on lui a mis des pressions telles que sa banque est tombée. Il en est mort d'ailleurs. On n'a pas de banques commerciales congolaises. On a des structures comme FPI, on a des petites structures comme ça financières, mais une banque d'investissement, une banque commerciale et autres, on n'en a pas. Comment voulez-vous avoir une politique monétaire équilibrée quand vous n'avez pas vous-même des banques? Vous avez des banques gabonaises, vous avez des banques camerounaises et autres qui sont ici, qui font ce qu'ils veulent, qui ne sont pas totalement sous contrôle de notre banque nationale. Et notre État est obligé de s'endetter dans quelle banque? Dans les banques commerciales étrangères. On est soumis. Pour avoir une certaine indépendance monétaire, avoir une politique monétaire qui soutienne notre économie, mais c'est avoir des banques commerciales. On a la caisse d'épargne qui est morte depuis longtemps, qu'on pouvait revitaliser. On a le FPI qu'on pouvait mettre comme banque d'investissement. On ne traîne les pas. Tant qu'on n'aura pas ces instruments-là, il ne faut même pas parler de politique monétaire. Il ne faut pas aussi escompter à ce que l'investissement se développe dans ce pays. Pour investir, il faut qu'il y ait des crédits. Pour investir, il faut que ces banques-là puissent prêter attention et aider les entreprises, les petites qui existent, le peu d'entreprises congolaises qui existent. Ils ont besoin de trésorerie. Ils vont s'adresser à qui? Aux banques indiennes, banques camerounaises et autres. Ils aident beaucoup plus le leur que nous. Ce qui fait que nos petites entreprises qui sont là ou moyennes ne peuvent pas se développer, puisqu'une entreprise qui n'a pas une marge, des réserves d'argent, des crédits, ne peut pas évoluer. Ou alors quelqu'un qui a une idée géniale ne peut pas monter une entreprise, puisque qui va lui donner des crédits? Ce sera dans des taux comme à 20%. Et non seulement ça, mais on va lui demander
d'avoir des garanties. S'il a un immeuble, combien ont des immeubles ici en dehors des hommes politiques? Pas beaucoup. Donc ça fait que notre économie est sclérosée et limitée, asphyxiée. On n'a pas de politique monétaire qui tienne la route. Limitée, mais pendant qu'il y a des réunions de comités de conjoncture, ou la première réunion d'ailleurs, on se réfère à la première réunion du comité conjoncture économique, la première ministre Toulouka Aï, une nouvelle fois, instruit la commission économique et financière du gouvernement à approfondir des réflexions et proposer des mesures adéquates pour parvenir à la maîtrise de l'inflation et la stabilisation dans le but de baisser le coût du panier de la ménagère. Les paniers de la ménagère, c'est fait la question, hein, parce qu'on doit quand même rester dans cette question-là. Les paniers de la ménagère qui souffrent. Alors, quelles sont les clés de la productivité, finalement? C'est le financement. Est-ce qu'on a des financements dans ce pays? On a des structures de financement qui sont congolais. Non. Je vous ai parlé de banque commerciale. Oui. On n'en a pas. Qui va financer l'économie? Qui va financer l'investissement? Tout passe par les finances et l'investissement. Qui les finance avec quels moyens? Là, on fait des messes, hein, que ce soit au niveau du conseil du gouvernement, que ce soit des messes comme ils ont eu comité au niveau de la banque, là. Mais ce sont des vœux que je peux qualifier de vœux pieux, puisque on sait que l'inflation, s'il y a l'inflation, ce n'est pas le fait de le dire qui va diminuer l'inflation. S'il y a, au niveau du pouvoir d'achat, il y a un problème, puisqu'on sait que le pouvoir d'achat, c'est la quantité des biens qu'on peut acheter avec les revenus que nous avons. Nous avons vu pendant plusieurs décennies, les salaires ne font que baisser ou n'augmentent pas au même niveau que le prix du marché. On voit que le prix du marché augmente plus que les salaires. Automatiquement, il y a perte de pouvoir d'achat. Quand il y a perte de pouvoir d'achat, quand pour un produit, il fallait $1, je suis obligé de sortir $1,5 ou $2, ça crée de l'inflation. Quand il y a l'inflation, mais les gens perdent leur pouvoir d'achat. Comment on peut remédier cela? Il y a plusieurs mécanismes. C'est-à-dire, le pouvoir d'achat diminue par le fait que le prix des denrées augmente ou d'autres biens augmente. Mais pour corriger cela, il faut produire déjà, d'un côté. Non seulement qu'il faut produire, il faut faire en sorte que les revenus du foyer, les revenus familiales augmentent. Le jour où ce sera équilibré, ce ne sera pas déjà bon, mais ce sera déjà mieux. Quand il y a l'équilibre entre les revenus et les dépenses du quotidien, déjà on peut sortir le nez de l'eau. La tête reste toujours dans l'eau, mais on respire un peu. Mais pour qu'on puisse sortir la tête de l'eau complètement, il faut qu'on arrive à un moment donné à des coefficients tels que les revenus que nous avons nous permettent non seulement de payer tout ce que nous avons besoin et qu'à la fin du mois, il reste un peu de pécule, un peu de moyens, un peu d'argent qui peuvent nous permettre de pouvoir mettre de côté, économiser. Et c'est ça qui peut permettre aussi de contribuer à la machine économique, faire en sorte que les banques aient de l'argent des citoyens qui mettent de côté pour les jours difficiles. Donc des réserves d'argent dans les banques, dans leurs comptes. Et c'est ça qui peut permettre aussi à ce qu'il y ait un volume important d'argent dans nos banques commerciales, si on en avait, mais sinon, comme on n'en a pas, ce sera dans les banques camerounaises, nigérianes et autres. Et c'est cet argent-là, le surplus des revenus des ménages, qui peut constituer aussi un capital pour pouvoir donner aux gens, aux investisseurs éventuels. Mais on n'est pas dans cette situation. Alors, est-ce que la dette publique pose-t-elle un problème aussi dans notre économie? Non, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que la dette peut être un problème. La dette devient un problème quand l'endettement ne sert pas à grand-chose, ne va pas là où ça peut produire. Là, la dette devient négative. En général, il faut être endetté. Voire même surendetté pour pouvoir investir dans le bon sens, dans les secteurs productifs. Puisque ça va nous ramener à notre économie. L'économie sera forte, tournera dans tous les sens. Il y aura des bons revenus,
pour nos concitoyens en tant que salariés, en tant que fonctionnaires, en tant que militaires, etc. Ça nécessitera que ces gens-là consomment. Comme tout le monde consomme, l'État va récupérer la taxe à la valeur ajoutée, la TVA, donc que tout le monde paye, qu'il soit riche ou pas riche. Mais ça permettra de construire des édifices, des infrastructures qui soutiennent notre économie, notre agriculture, puisque si on développe l'agriculture, il faut qu'il y ait des routes d'acheminement de ces biens-là. Okay. Si on produit, notre industrie va naître, ça nécessitera qu'il y ait de l'électricité. Il faut financer donc, le développement de l'électricité. Ce n'est pas avec des piètres infrastructures que nous avons. Aujourd'hui, non. On est un pays, un État qui a des déficits partout, qui n'est même pas endetté. Quand je vois les gens sauter, se mettre sur le toit pour dire il a trouvé 3 milliards de dettes, il est à 10 milliards. Non. Donc, pour qu'il y ait un décollage économique, on doit avoir il faut plus que ça. L'électricité est primordiale. Les infrastructures routières, c'est primordial. La formation des jeunes est primordiale. Donc, il y a un champ au moins de 5 secteurs clés où il faut qu'on soit performant. Si on n'est pas performant, on ne peut pas développer notre économie. Je pense qu'on sera conscient, on reviendra à la raison. On va faire en sorte qu'on mange ce qu'on produit. On va faire en sorte de ne pas importer n'importe quoi. On va faire en sorte de pouvoir soutenir sous forme de subventions ou alors sous forme de facilités, de crédits à taux zéro pour relancer l'économie, relancer les entrepreneurs congolais ou étrangers dans certaines conditions pour relancer l'employabilité des jeunes et de moins jeunes. Okay. Et quand il y aura ce mouvement-là, on peut entrevoir dans 3 ans, dans 5 ans, d'avoir une économie qui commence à remonter la pente. Donc ça veut dire qu'on doit garder l'espoir que ça peut remonter. Pas un espoir bête. On doit garder l'espoir pour peu que le président veille, puisque s'il ne veille pas, j'ai vu comment on est resté plusieurs mois sur Ngouma, où on ne pouvait pas rouler facilement. Il a fallu qu'ils tapent du poing sur la table, qu'ils viennent sur place, qu'ils regardent ce qui se faisait. Au bout d'un mois, tout a été résolu, même s'il reste un petit coin en face de Montfleury qui n'est pas fini. Là encore, je ne sais pas s'ils attendent encore une descente du président de la République. Il ne peut pas gouverner seul. Il faut qu'il ait des points d'appui. Ces points d'appui sont où? En dehors des critiques qu'on entend et de l'opposition et des résistants, et maintenant parmi les gens qui font partie de son groupe, de son gouvernement. Il faut arrêter tout cela. Moi, je dis à un moment donné, il faut qu'ils sachent non seulement taper du poing sur la table, si possible. Une autre question, est-ce que c'est possible aujourd'hui de vivre dans un monde sans dollars? Est-ce que c'est possible? Comment vivent les Français? $100. Comment vivent les Français? Comment vivent les Belges? Comment vivent les gens de Burkina Faso? Comment vivent ceux de Botswana, que j'aime bien? Le Botswana a une seule matière première, comme nous avons plusieurs, et ils ont des diamants, des joailleries, qu'ils produisent sur place avec une valeur ajoutée. Ils raffinent, ils donnent de la valeur ajoutée de leurs diamants sur place. Ce qui leur permet aujourd'hui, le Botswana, de faire non seulement qu'il y ait gratuité de l'enseignement depuis la maternelle jusqu'à l'université, non seulement c'est gratuit, ils donnent aux étudiants un minimum de $100 par étudiant. Sachez qu'au Botswana, c'est un pays qui n'a pas de dette, zéro dette auprès du FMI, zéro dette auprès de la Banque mondiale. Mais Botswana, un député touche $1 800. Un enseignant... Vous parlez des dollars? Non, je vous donne l'équivalent. Ils ont leur monnaie pour que les gens comprennent plus facilement. Okay. À côté, je vous dis bien, un député touche $1 800, mais un enseignant touche $1 300. Vous ne verrez pas un enseignant quitter l'enseignement pour aller être candidat à la députation, puisqu'il est déjà bien. Il n'y a pas tellement de différence entre celle que touche un enseignant du primaire et du secondaire et un député. On ne peut pas, malgré la bonne foi, la bonne volonté du président de la République, malgré l'ambition de notre actuel Premier ministre, on ne peut pas
faire des bonnes choses dans ces genres de gouvernement où les gens ont des tendances différentes. Chacun tire la couverture de son côté, on ne le voit pas réellement en œuvre. Et s'il instaure, comme elle avait dit, comme le président l'a souhaité aussi, qu'on puisse vérifier le cheminement de chaque ministre par trimestre, comme on fonctionne dans une entreprise normale, vous verrez les failles. Vous verrez les failles, vous verrez qu'on reviendra à la concentration de certains ministères selon leur thématique. Avant, il faut quand même les dire, les pains qui coûtaient à 200 francs, aujourd'hui ça coûte 400 francs. La tomate qu'on achetait, ça dépend, à 200 ou 300, mais aujourd'hui un panier, c'est doublé effectivement, un panier de tomates c'est plus que ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire parce que la population congolaise n'en peut plus, vous l'avez même dit vous-même. Le président, le Premier ministre l'ont dit, le savaient, savent ce que nous vivons au quotidien. C'est là qu'ils avaient préconisé de faire des économies. Et non seulement il y a un problème des guerres à l'Est, nous avons aussi un problème, la guerre des prix. Très bien. La guerre des prix des transports alimentaires, etc. C'est pour ça que moi j'ai dit que pour arriver à avoir une solution, c'est pour ça que moi je prends toujours à ce qu'on puisse développer l'administration. C'est l'administration qui contrôle le reste. Ce n'est pas les cabinets ministériels. Tant qu'on ne construira pas une bonne administration efficiente et efficace, on tournera en rond, comme le serpent qui se mord la queue, etc. Que ce n'était pas prématuré, finalement, pour terminer, ce n'était pas prématuré de demander l'indépendance? Non, mais il ne faut pas fausser les choses. Nous n'avons jamais demandé l'indépendance. On avait demandé le respect de l'homme noir. Kimbangu a demandé le respect de l'homme noir, qui a le même sang que le blanc. Les autres, Lumumba et autres, Kasavubu, se sont battus aussi pour la même chose. Le seul qui voulait l'indépendance, ce n'était pas l'indépendance telle que nous la concevons aujourd'hui, c'est Kasavubu. Suivant la politique belge de l'époque, il voulait donner l'autonomie à chaque région selon le développement de chaque région. Il s'est avéré qu'à cette époque-là, le Congo central était la région la plus développée, où les gens étaient les plus formés. Mais quand on connaît l'histoire de l'Empire Congo, ce n'est pas étonnant de voir que le Congo central à l'époque était déjà dans une bonne évolution. Il faut savoir aussi qu'une bonne partie de nos élites ont été formées au Congo central. Donc, Kasavubu avait demandé à ce qu'on donne l'autonomie au Congo central. Et ainsi de suite, on allait donner l'autonomie à chaque région, parmi les 6 régions qu'il y avait, provinces. Hein. Et à la longue, quand tout le monde aurait eu l'autonomie, aurait appris comment gérer les choses, en ce moment-là, l'indépendance allait venir. D'où il y a eu même à un moment donné une préconisation d'un professeur belge, Van Bilsen, qui avait préconisé l'indépendance dans 30 ans pour qu'on ait le temps de former des gens, des cadres moyens, des cadres supérieurs, donc c'était prématuré, c'était pas prématuré dans le sens, oui peut-être, hein, mais c'est venu brusquement. Et quand il y a eu des mouvements, des pressions d'abord américaines, puis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les premiers à revendiquer pour les pays qui étaient encore colonisés, ce sont les Américains, disant qu'il faut donner l'autonomie, l'émancipation, le terme exact, à ces peuples colonisés. Et ensuite, il y a eu les Nations Unies qui ont pu préconiser, après la création des Nations Unies, qui ont remplacé la SDN, la Société des Nations, qu'on donne l'autonomie à nos pays. Mais entre-temps, les pays comme les Indes, avec Gandhi, ils ont eu leur indépendance. Et plus tard, on verra le Ghana devenir indépendant, la Guinée, etc. Nous, c'est pas à partir d'un incident qui est arrivé le 4 janvier, qui nous a amenés vers l'indépendance, les Belges ont dit mieux vaut qu'on leur donne l'indépendance maintenant, ils ne vont rien contrôler. Ils vont rien contrôler. Ils vont rien contrôler, c'est ce qui est arrivé, puisqu'on n'a pas le temps, on pouvait aller dans les détails. Très bien. D'accord, merci beaucoup, monsieur Gandhi Kassende, oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à tous nos fidèles téléspectateurs. Suivez-nous sur BMT Télévision, c'est en ligne, fidèles téléspectateurs. N'oubliez surtout pas de nous laisser un petit commentaire si vous avez des questions à poser. N'hésitez surtout pas. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.